Merci de votre fidélité à Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver une fois encore dans cet autre numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. Aujourd'hui, on fait focus sur l'actualité politique du pays en parlant évidemment des élections communales depuis la phase du 4 février jusqu'à la date des contestations de ces résultats par l'opposition guinéenne. Là-dessus, je reçois comme invité pour en parler M. Alucene Makanera Kake. Il est le président du parti FND, Front National du Peuple. Du développement. Front National pour le Développement, j'allais dire. Il est donc notre invité du jour. M. Makanera, bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci de la disponibilité. Le plaisir est partagé. Alors, je rappelle que M. Makanera a été candidat pour ces élections communales, évidemment pour la commune de Boké en tant qu'indépendant. Il va nous raconter un peu son expérience, mais aussi les raisons qui ont motivé leur série de contestation de ces résultats. Il nous en parlera dans cette émission. D'entrée de jeu, justement, vous avez participé à ces élections en tant que candidat à Boké. Une fois encore, moi je veux bien savoir pourquoi vous avez décidé d'aller seul alors que vous avez quitté le RPG, vous avez créé le Front National pour le Développement et vous êtes rapproché de Cellou Dalein Diallo, pourtant aussi qui est allé avec son parti à Boké. Qu'est-ce qui a motivé cette décision d'aller en solo? Bon, d'abord, il y a deux raisons fondamentalement. La première, nous nous sommes retrouvés en plénière au QG de l'UFDG. C'est-à-dire la plénière de l'opposition républicaine, où nous avons défini notre stratégie de conquête de l'électorat pendant les élections locales. Nous avons décidé de faire en sorte que chacun puisse aller seul pour avoir le maximum de conseils possibles et lors de la formation des exécutifs, qu'on se retrouve pour contrôler les différentes communes. C'est pourquoi je suis allé seul. Mais la deuxième raison, je suis allé à Boké, pas avec mon parti. J'ai pris la tête d'une liste indépendante. Pourquoi vous avez laissé le parti à côté, le parti FND? Oui, d'abord, je suis resté longtemps à Paris, j'avais des petits soucis de santé. Je suis revenu au pays moins de 20 jours avant les élections. Donc le parti n'était pas vraiment préparé à participer à ces élections compte tenu de beaucoup de facteurs. C'est un nouveau parti, il est bébé et puis je n'étais pas là. Qui n'est pas encore implanté, qui n'a pas une véritable existence, vous voulez dire? Non, il existe évidemment, mais il avait besoin des coups de pouce de ma part. Malheureusement, je n'étais pas là. Bien. Ensuite, Boké étant une situation particulière, donc nous avons voulu aller à Boké au nom de notre parti, effectivement, mais une fois à Boké, nous avons trouvé une organisation, c'est-à-dire... Un mouvement. Oui, une organisation des fils de Boké, qui voulait trouver vraiment une structure qui va transcender les différents clivages politiques, communautaires et tout. Et comme j'ai été choisi par ces filles et fils de Boké pour présider, j'ai trouvé que c'était un grand honneur. Donc j'ai accepté de laisser le parti et partir avec la liste indépendante. Ce mouvement qui s'appelait Boké Herife, pour la prospérité de Boké. Donc vous avez été candidat pour la prospérité de Boké en tant qu'indépendant. Quelle expérience vous tirez de cet échange de Boké? Bon, je crois que c'est vrai, nous avons participé à beaucoup d'élections, mais cette fois-ci c'est un cas particulier. Je suis à mesure de vous dire que depuis que j'ai commencé à participer aux élections, je n'ai pas vu encore des élections mal préparées, fraude généralisée, institutionnalisée comme cette fois-ci. Et à la clé, on finit par même annuler des procès-verbaux. Dans le cas de Boké, qu'est-ce que vous avez vécu? Bon, ce que j'ai vécu, c'est ce qu'on a vécu partout en Guinée. Mais seulement à Boké, nous avons l'avantage, on n'a pas eu de procès-verbaux qui ont été annulés. Mais, en réalité, il y a eu des votes multiples. Vous savez, on nous met toujours sous pression. On fait en sorte que la distribution de des cartes d'électeurs
continue jusqu'au jour des élections, donc vous n'avez pas le temps de faire la situation des cartes. Parce que le jour des élections, on dit que la distribution continue, mais en fait, ce n'est pas la distribution qui continue, mais le reste des cartes qui n'ont pas été enlevées, on donne aux chefs de quartier, aux chefs secteurs, qui mettent ces cartes-là à la disposition des partis au pouvoir, puisque eux, ils ont la capacité non seulement d'avoir des bulletins précochés, ils ont la capacité d'avoir des procurations, ils ont la capacité de savoir où le bureau de vote qui est formé est favorable au pouvoir. Parce que vous savez, c'est la CENI et l'administration qui forment le bureau de vote. Donc, ils savent qui est où et comment il peut réagir par rapport à ces votes. Donc, ce qui fait que, moi j'ai vu quelqu'un à Boké qui m'a affirmé, à visage découvert, qu'il a fait voter 16 cartes, lui seul. Bien. De façon frauduleuse, on va dire comme mais ça. Absolument. Et en fin de compte, votre mouvement pour l'espoir, c'est ça? Boké pour la prospérité de Boké. Voilà, pour la prospérité de Boké, a eu combien de conseillers en fin de compte? Selon les résultats, nous avons eu 2 sièges. Parce que le résultat de Boké, c'est 9 sièges pour l'UFDG, 9 sièges pour le RPG, 7 pour l'UFR, 2 pour Boké et 1 pour l'UDG de Mamadou Silla, et 1 pour le PADES de Ousmane Kaba et 0 pour Ba Ousmane. Voilà les candidats de Boké et leurs résultats. Donc vous pensez que votre mouvement méritait plus que ces 2 sièges, que vous avez été victime de fraude, sinon vous auriez eu plus, comme beaucoup d'autres acteurs qui ont pris part à ces élections? Mais effectivement, vous savez, ça ce n'est même pas de la mathématique, c'est de l'arithmétique. Lorsque vous êtes concurrent, ce qu'on donne à l'autre, ce qu'on donne à votre concurrent, c'est ce que vous perdez. Par exemple, si on donne 2 sièges au RPG, c'est que chacun de nous, si nous nous réunissons, nous avons perdu 2 sièges. Quand vous dites donner, est-ce que c'était une série? Oui, c'est donné, par exemple, je vous dis, c'est donné. C'est des électeurs qui sont... Le résultat du RPG ne pouvait pas dépasser le maximum, dans le meilleur des cas, 5 conseillers. Dans le meilleur des cas. Il ne pouvait pas dépasser. Les 4 là devaient nous revenir. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est la réalité du terrain que je suis en train de vous dire. Boké aujourd'hui, mais moi, si RPG avait gagné à Boké, moi je ne pouvais pas comprendre les gens de Boké. Vous ne pouvez pas sortir, manifester, et qu'il y ait des morts. Il n'y a pas eu de compassion de la part du gouvernement. Vous avez perdu vos biens. Il y a eu des gens qui sont blessés. On ne les a pas aidés à se traiter. Et qu'au courant de la même année, on organise des élections dans la même commune. Et que le parti qui est responsable de vos malheurs, ce parti-là est premier. Ben c'est ce qui est arrivé pourtant. Non. Qui est premier à Boké? C'est pas ce qui est arrivé. Qui est premier à Boké? C'est ce qu'on a imposé à la population. Parce que les résultats ne reflètent pas la réalité. Moi, j'étais là. J'ai dit, si c'était la réalité, je n'allais pas comprendre. J'ai dit au fils de Boké, si demain, vous votez pour RPG pour être premier, personne ne vous comprendra. On dira que vous ne connaissez pas ce que vous voulez, vous ne savez pas ce que vous voulez. Parce que vous ne pouvez pas lutter contre un système, vous perdez la vie dans ça, vous perdez vos biens dans ça, vous n'êtes pas rétabli dans vos droits, on dit vote, après vous votez pour le même système. Donc vous pensez que le fait que le RPG soit venu, comment on va dire, en tête, en tout cas selon les élections, les résultats donnés par la CENI, ne sont pas vrais, ne reflètent pas en fait le vote des populations de Boké. Du coup, oui. Mais cela ne doit surprendre personne. Vous avez engagé des contentieux, ce qui s'est passé, vous avez eu des preuves de fraude, de bourrage, vous n'avez pas... Nous, on n'a pas engagé, une action par rapport à ça, pour la simple raison, on n'avait pas suffisamment d'éléments de preuve. Pourtant, vous avez accusé que... Oui, non, c'est un constat. Tout le monde connaît les procurations. On a fait voter beaucoup. Mais je ne peux pas aller ramasser les procurations. Parce que quand quelqu'un vote par procuration, c'est le bureau de vote qui prend les procurations. Ce n'est pas à nous, on remet. Donc, ce n'est pas une pièce que nous détenons pour aller... Quand on prend les cartes, on remet au chef de quartier et ils remettent ça aux gens qui vont aller voter avec ces cartes. Ces cartes-là ne sont plus avec nous. Donc, dans le cas de Boké, vous avez soupçonné qu'il y a eu des fraudes, non, mais vous n'en avez pas de preuves. On a constaté, mais on n'a pas pu avoir les preuves.
Même dans les autres fiefs, là où on a pu réunir les preuves, c'est là où on a écarté les bulletins et les procès-verbaux. Pourtant, dans parce que là, au moins... Pourtant, dans certaines zones où on a constaté des choses comme cela, le jour du scrutin, les partis politiques qui se sentaient victimes de cela ont intercepté ces gens, les ont mis entre les mains de l'UCEL. Oui, donc, ça c'est le bulletin précouché. Mais si c'est la carte qui est avec quelqu'un, tu ne peux rien. Parce qu'il détient une carte. Toi, tu n'as pas les prérogatives de vérifier. Voilà les insuffisances au niveau des bureaux de vote. Je l'ai dit tout de suite à la radio. J'ai dit, j'ai vu la composition du bureau de vote, j'ai vu les prérogatives, j'ai vu comment ça fonctionne. Ça pose problème. Parce qu'on nous envoie des observateurs qui sont là seulement pour observer. Mais qu'est-ce qu'ils observent? Ils n'observent en principe rien. Parce qu'ils sont à 2 ou 3 mètres du bureau de vote. Alors que l'essentiel, pendant les opérations électorales, c'est d'abord vérifier est-ce que le détenteur de la carte d'électeur, c'est lui-même qui est propriétaire. Est-ce que c'est lui le propriétaire? Mais il n'est pas là-bas, il n'est pas à côté. C'est des gens qui sont formés par la CENI et l'administration. C'est eux qui reçoivent celui qui vient pour voter. C'est eux qui regardent est-ce qu'il est enregistré, s'il est dans le registre. Et ainsi de suite. Les autres sont très loin. Ce qui fait que lorsqu'on a mis les gens du pouvoir ici, vous pouvez voter autant que vous voulez, personne ne peut rien. Parce que les observateurs ne regardent pas. Ils n'ont pas la prérogative de contrôler l'identité. C'est pourquoi moi je pense, pour la prochaine fois, il serait utile, au niveau du bureau de vote, qu'on mette au moins deux. Un représentant de la mouvance et un représentant de l'opposition. Pour les élections nationales au moins. Pour que celui qui vient avec sa carte, qu'il y ait des gens qui contrôlent. Est-ce qu'effectivement tu es propriétaire de la carte? Est-ce qu'effectivement tu es dans le registre? Si on fait ça, on peut un peu minimiser la fraude. Mais si on ne fait pas ça, ça va continuer. Parce qu'ils sont capables de la rétention des cartes. C'est ce qui s'est passé. Moi, je vous donne un exemple. Quand j'ai compris qu'on est en train de faire voter les gens qui n'ont pas enlevé la carte, dans mon quartier et dans mon secteur, j'ai dit à mon jeune frère, Ella Tchernali, va chez le chef de secteur, va lui dire que de te remettre les cartes de temps, parce qu'on avait des parents qui n'avaient pas enlevé. Évidemment, ceux qui ne vivent plus, ou bien ceux qui ont voyagé. On n'a pas enlevé, parce que nous, on a pensé que vraiment ça, c'était impossible cette fois-ci. Bon, je dis, va chercher leurs cartes. Au moins, même si on ne les fait pas voter, mais on est sûr que ces cartes-là ne voteront pas contre nous. Mais quand il est parti, le gars, on dit que le chef secteur est en train de dormir. Il a dormi pendant toute la durée de vote pour ne pas qu'on récupère les cartes. Les cartes d'électeurs. Oui. C'est pour te dire que c'est à une grande échelle. Bien. Le RPG ne représente rien aujourd'hui, ça je vous garantis. À Bokeh ou... Non, partout. Partout. Là, on est en train de parler de Bokeh, de votre participation à Bokeh. Oui, mais j'ai généralisé parce que c'est ça la vérité. C'est pas Bokeh seulement que je connais. Bien, vous êtes allé à Bokeh pour gagner. En fin de compte, votre mouvement a eu 2 conseillers. Mais j'ai gagné. Ça veut dire quelque chose n'a pas marché. Là, vous rentrez au conseil, je suis d'accord. Non, mais la première des choses, c'est être élu conseiller. Oui, je suis d'accord. Donc je suis élu. Donc j'ai gagné. Bien, vous avez gagné donc au premier degré, on va dire comme ça, ou sinon je ne sais pas. Oui. Mais ça veut dire que quelque chose n'a pas marché. Le message que vous vouliez porter vers les gens de Bokeh, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on est face à un pouvoir qui fait vivre de l'enfer aux populations de Bokeh. Vous avez parlé des cas de ces sociétés minières qui font avaler de la poussière aux populations, ainsi de suite. Il y a eu des manifestations, des gens sont morts, tout ça. Vous avez adopté ce discours, mais on a l'impression que ça n'a pas fait d'effet sur les populations pour les amener à faire un vote sanction. Et après tout, le RPG vient en tête, comme vous l'avez dit. Je vous dis, ça porte d'effet. Quand je communique, ne pensez pas que ma communication, c'est simplement faire voter les gens pour moi. Ma communication vise d'abord à faire comprendre aux gens que ce pouvoir-là ne peut pas faire leur bonheur. Ça, c'est la première action pour laquelle je m'engage. Donc, vous trouverez certains qui ont voté pour l'UFR, c'est parce que je les ai découragés de voter pour le RPG. Certains qui ont voté pour l'UFDG, c'est parce que je les ai découragés pour voter RPG. Donc, c'est la première action. La deuxième, maintenant, les ramener à voter pour moi. Mais je vous ai dit que je suis venu à Bokeh à 2 semaines des élections. Des échéances. Et vous savez, on a un problème en Afrique quand les gens ils donnent leur parole,
même si par fini, ils parviennent à comprendre qu'il y a un meilleur que celui à qui on a donné la parole, on traîne les pas pour revenir à celui auquel on a confiance. C'est pourquoi moi, pendant la campagne, j'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui disaient vraiment c'est toi qui peux, mais tu es venu en retard. C'est toi qui peux, c'est à toi qu'on a confiance. Parce que j'ai expliqué, très simple, vous savez, qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots à dire viennent aisément. J'ai donné un petit exemple. La SMB nous dit elle va transporter 50 millions de tonnes de bauxite en 2018. Et quand vous prenez 50 millions de tonnes, vous multipliez par $30 seulement la tonne, ça vous fait 1,5 milliard de dollars. Si vous multipliez les 1,5 milliard de dollars par 0,05% qu'il doit payer à la communauté, ça vous fait 7,5 millions. Quand vous multipliez les 7,5 millions par 9 000 seulement, ça vous fait 67,5 milliards. Ça, c'est la SMB seulement. Qui est censé payer ça? Payer ça. Mais durant tout le contrat? Non, pendant un an, par chaque année. C'est parce que c'est la taxe sur le chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires qu'on taxe de 0,05%. Sans compter les granites qui sont concassés, où on doit payer au moins $2 par mètre cube transporté. Sans compter les autres sociétés, la CBG et autres. Donc, Bokeh avec une bonne commune, des gens qui savent ce qu'ils doivent faire et qui ont la personnalité de pouvoir mettre la pression sur la société minière et même le gouvernement, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement là et la société minière, il y a tellement d'accointances, on ne sait pas qui est qui. Entre le gouvernement et SMB, par exemple? Oui, entre le Sectoria et SMB, parce que le gouvernement c'est trop large. Donc, entre Sectoria et SMB. C'est ça la vérité. Donc, il faut quelqu'un qui peut mettre la pression. S'il mettait la pression, on pourrait avoir 100 milliards au moins par an à Bokeh. On n'a pas besoin de demander à la société de nous donner de l'eau et de l'électricité. Vous avez vendu ce discours aux citoyens, mais malheureusement, ils ont toujours voté pour RPG. Non, je vous dis, ils n'ont pas voté suffisamment pour RPG. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas voté pour RPG. Bien. Mais alors, RPG devait venir peut-être 4e ou 5e position à Bokeh si les jeux étaient francs. Pour l'instant, ils sont premiers et nous sommes à la phase des négociations, justement. On ne sait pas qui veut être maire. Est-ce que malgré vos deux voix, vous voulez forcément être maire? Comment ça se passe? Il a dans cette phase des alliances pour choisir les différents maires. Par exemple, à Bokeh, est-ce que vous avez été rapprochés par les uns et les autres? Dans quel camp vous comptez soutenir ou vous faire soutenir pour être maire de Bokeh? Parce que la bataille n'est pas encore finie. D'abord, je vais vous dire que je suis opposé à certaines communications de la plupart des partis politiques. Dire ma porte est ouverte à tout le monde, je cherche à voir l'intérêt de mon parti. C'est vrai, les gens disent qu'en politique il n'y a pas de morale, mais à la limite, on ne peut pas passer toute l'année en train de critiquer le dysfonctionnement, la mauvaise gestion du pouvoir par le RPG, et le lendemain on a des conseils, on dit on ouvre la porte pour faire une alliance avec le RPG et probablement voter pour le RPG, quand on sait que toutes les institutions... Là, votre discours s'adresse à Mamadou Sylla? Non, ça s'adresse à tous ceux qui ont dit ça et qui sont de l'opposition. Ce n'est pas Mamadou Sylla seulement. Moi, c'est une question de principe. Je ne dis pas le nom d'une personne. C'est mon principe à moi. Bien. Donc, moi, je veux des alliances claires, mais avec des gens qui sont dans l'opposition. Bien. Et pour cela, je suis membre de l'opposition républicaine. Donc on a une structure, il y a une certaine discipline. Toutes les décisions que nous allons prendre, en termes d'alliance, nous allons le prendre d'une manière consensuelle. Bien. Et donc pour terminer là-dessus, qu'est-ce que vous avez retenu vous avez parlé tout à l'heure de l'immixtion à outrance de l'administration à travers les élus locaux, les préfets et les sous-préfets, les ministres même qui étaient sur le terrain, les directeurs de services, mais la CENI dans tout ça. Est-ce que vous pensez que cette institution a fait son mieux justement pour que le caractère de transparence qui doit être imprimé au scrutin soit fait? Vous savez, ce que vous retenez de la prestation de la CENI. Vous savez, moi, je ne me suis jamais trompé. J'ai entendu les gens dire ici, comment il s'appelle? Kébé. Tu connais même le pas président son de la nom. CENI. Je ne connais même pas son nom. On dit que Kébé. Parce que moi, je retiens le président de la CENI, Alpha Condé. Dire, ah non, M. Kébé a bien fait, il est en train de se battre pour que ces élections se tiennent. J'ai dit, ça, c'est des faux problèmes. Ah bon?
Mais c'est pas vrai. Vous n'avez pas cru en la démarche de l'homme dès au début? Non, c'est pas lui. Il ne représente rien. Ce qu'on nous présente, c'est pas la vérité, la réalité. La réalité, c'est Alpha qui est Séni. C'est Alpha qui décide quand est-ce que les élections doivent avoir lieu et comment les élections doivent avoir lieu. Si Alpha veut la transparence, il y aura la transparence. Si Alpha ne veut pas la transparence, il n'y en aura pas. Comme il ne voulait pas, il n'y en a pas eu. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, il y a eu la pression de l'opposition. Alpha a instruit. Non, on viendra à cette phase tout à l'heure. Moi, je parle de ce que la CENI a fait jusqu'à la date de la tenue des élections. Je vous dis... Quand, par exemple, Kébé est venu, on a vu, vous l'avez apprécié tous. Non, moi, je ne l'ai jamais apprécié. D'accord. En tout cas, vous ne pouvez pas être seul contre tous. Il est allé voir Selouda Diallo dans sa nouvelle démarche d'impliquer tout le monde dans le processus. C'est que Bakary ne faisait pas. Il s'asseyait dans son bureau, il ne parlait à personne, il prenait le téléphone de personne. Est-ce que vous pouvez dire quand même que Kébé n'a pas été une seule fois quand même bon ou juste dans... Je ne sais pas. Mais je crois, si le résultat est toujours le même, Bakary ne faisait pas. Mais avec autant de Bakary, on n'a jamais eu des procès-verbaux annulés comme ça. Hein. Ah bon? C'est pire que l'autant de Bakary. C'est-à-dire... C'est pas les mêmes élections. Non, je vous dis, autant de Bakary, il y a eu des procès-verbaux. Autant de Kébé, il y a eu des procès-verbaux. Mais autant de Bakary. Ah, peut-être qu'à ce moment, vous, parce que vous étiez avec Alpha en ce moment, vous n'aviez pas donné des consignes à Bakary d'annuler les procès-verbaux. Je vous dis... Parce que le coup KO, est-ce que vous voulez dire que c'était la même chose en fait? Non, mais le coup KO... C'est Alpha Condé qui a fait faire le coup KO par la CENI à l'époque. Je vais vous dire la vérité. En 2015, vous savez, quand j'ai fait l'accident, je suis resté longtemps en Europe pour me traiter. Je suis venu, je n'ai pas tenu, je suis reparti. Donc, je n'ai pas participé à la préparation de ces élections. Du coup KO. Mais ce qui est évident, je n'ai pas entendu qu'on a fait l'annulation des procès-verbaux à outrance comme ce qui s'est passé. Parce que nous, on a tenu une réunion, on a trouvé, si on donne la possibilité au gouvernement, parce que ce n'est pas la CENI, d'annuler les procès-verbaux qui ne les arrangent pas, ce n'est pas la peine d'aller aux élections. Je vous dis, Dixine seulement 84. Ça ne s'est jamais fait en Guinée. 84 procès-verbaux. 84 concernant plus de 5000 personnes. Quand vous prenez Matam. Mais est-ce que c'est Kébé qui les a annulés? Est-ce que c'est la CENI qui les a annulés? Mais c'est la CENI. Écoutez, la CACV est constituée de magistrats que le ministère de la Justice choisit. Par leur honnêteté, leur moralité et leur indépendance. Non, mais c'est sur cette base qu'on les choisit, non? On est d'accord avec ça? Non, moi je ne crois pas. Parce que ce n'est pas la CENI qui choisit les magistrats. C'est les magistrats qui travaillent au CACV. Je sais comment ça se passe. Est-ce qu'on peut dire que c'est la CENI qui a annulé ces procès-là, alors que c'est les magistrats qui travaillent dans le CACV? Bon, peut-être qu'on va se comprendre maintenant. Moi, je vous ai dit, et les magistrats là, et la CENI là, c'est tout, c'est sectoriel, c'est Alpha Condé. Ils font ce que Alpha veut. Mais il ne faut pas qu'on se voit la face. Donc c'est Alpha qui a dit d'annuler les... Mais c'est lui. Pour preuve, quand il n'est pas d'accord, il a dit encore recevez les gens. Bien. Alors qu'en réalité, si on était dans un juridisme total, on allait dire qu'il n'y a plus de recours. Donc ce que vous reprochez à la CENI, c'est qu'elle a fait une mauvaise prestation du début à la fin. Une très mauvaise prestation. Kébé a voulu tromper les gens. C'est ce qui me pose à Gassama. Vous savez, moi je suis contre l'hypocrisie. C'est-à-dire, les gens, même l'opposition, je voyais, on chantait Gassama. Mais j'ai dit, mais je ne vous comprends pas. Un Bantamasso révèle le vrai visage du pouvoir d'Alpha Condé. C'est ce que Gassama est en train d'humaniser. Il humanise le visage, il rend un visage humain à ce pouvoir qui est là pour massacrer et tuer. Non, Gassama fait son travail de ministre, il n'est pas en train de... Non, c'est pas le travail. Non, ça c'est le travail du NG. Ça c'est pas le travail du ministre, parce que vous ne pouvez pas. Il est là pour ça. Non. Quand vous regardez... Ministre de la Réconciliation nationale, de l'unité nationale, je vous dis, allez voir la lettre de mission de Gassama, vous ne verrez nulle part que sa mission, c'est de former des poules d'avocats pour attaquer un autre ministre. Ça, c'est faux. Vous ne verrez nulle part, on dit que sa mission, c'est aller saisir la Cour pénale internationale pour envoyer les Guinéens là-bas. C'est faux, ça n'existe pas. Il est en train de jouer de la comédie, mais cette comédie arrange Alpha. Pourquoi? Mais il dénonce. Il dénonce. Non, mais il n'est pas là pour dénoncer, malheureusement. Ce n'est pas son travail. Vous savez ce qu'Alpha recherche dans ça? C'est de dire Alpha est démocrate, même son ministre va le dénoncer à la radio. Mais le fait qu'il a dénoncé, ça a empêché les gens de mourir, ça a empêché les gens d'aller en prison. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre?
Ce qu'il peut faire. Oui. Mais quand on n'est pas d'accord, je vous ai donné un exemple. Moi, mais absolument. Quand on a voulu mettre l'actuel ministre de la Pêche en prison, je n'étais pas d'accord. Mais j'ai rendu ma lettre de démission. À cause de ça, 4 personnes ont été sauvées de la prison. Bien. Mais ça, malheureusement, en Guinée, on n'en parle pas assez. Je le dis, je cite les noms même des témoins. Personne ne cherche à aller approcher ces gens-là pour dire est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Le ministre ne dénonce pas. L'essentiel de la dénonciation de Gassama n'a aucune importance. Vous savez... Vous voulez dire que son ministère n'a pas lieu d'exister en ce moment? Non, en principe, dans les autres pays, ce ministère-là est lié au ministère de la Justice parce que les rôles sont très proches. Le rôle du ministre de la Justice, c'est de permettre aux Guinéens d'avoir le minimum de droits quand même. Bien sûr. Et quand il y a des problèmes, qu'ils soient protégés par l'État, les faibles. Que le ministère de la Justice veille que quand un pauvre est devant la justice, que ses droits sont protégés. C'est pourquoi même un criminel, quand il ne peut pas se trouver des avocats, on commet des avocats d'office. Bien ça, c'est pas le rôle du ministre. Maintenant, ça, c'est le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Mais c'est pas son rôle. C'est le rôle du ministre de la Justice. Lui ne peut pas commettre des avocats d'office. Bien. Ça, c'est un non, à part le fait de commettre des avocats d'office. Quand vous dites qu'il fait de la comédie, le fait qu'il est allé au siège du RPG, par exemple, la dernière fois, qu'il ait dit ses vérités crues devant les Bantama et tous ceux qui sont là-bas, il est allé au RPG, pardon, à l'UFDG, je ne sais pas si vous étiez là-bas ce jour-là. C'est moi qui l'ai répondu. Mais voilà, vous l'avez répondu. Il vous a dit les vérités là-bas. Non, il n'a jamais dit la vérité. Mais vous a dit la vérité, de ne pas tenir certains propos. Non, est-ce que ce n'est pas le travail d'un ministre de l'Unité nationale? Non, ce n'est pas son travail, de la citoyenneté. Malheureusement, ce n'est pas son travail. Parce qu'il ne peut pas agir en fait. Justement, il n'est plus ministre. Il ne peut pas interpeller quelqu'un. Non, vous venez de le dire. Il n'est pas ministre. Non, écoutez, il interpelle à travers le ministre de la Justice et de la Sécurité. Vous savez... Et il dénonce en amont. Non, il ne dénonce pas. Ce n'est pas le rôle. Vous savez, dans une société, les rôles sont séparés. Selon vous, qu'est-ce que Gassama doit faire à ce poste? En principe, en tant que ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, il devait, au sein du gouvernement, voir les législations qui permettent de garantir la qualité du citoyen au Guinée. Et de faire en sorte que tout ce qui concourt à l'unité nationale soit respecté par le gouvernement. Par exemple, pourquoi aujourd'hui on a des difficultés, on a des violences? C'est parce qu'il y a la frustration. Pourquoi il y a la frustration? C'est parce qu'il y a l'injustice. Pourquoi il y a l'injustice? Parce que le pouvoir en place est en train d'imposer des choses à la population qui n'ont rien à voir avec la loi. C'est-à-dire on transforme certains Guinéens à cause de leur opinion comme des citoyens de seconde zone. Le rôle maintenant du ministre de la Justice, c'est d'approcher le ministre de la Citoyenneté, c'est d'approcher son ami ministre de la Justice pour faire en sorte quand quelqu'un est giflé, par exemple par un agent de l'État, que ce dernier la réponde. Il a la pression. Ils font le conseil ensemble. Quand quelqu'un est tué, ils mettent toute la pression pour qu'on recherche, on arrête et on met à la disposition de la justice. Je vous ai dit ici, depuis 1400... Mais c'est ce que Gassama est en train de faire. Non, il ne le fait pas. Mais le ministre ne va pas pour dénoncer. Depuis 1400 ans, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans un hadith authentique, a dit qu'il y a 3 manières de lutter contre le mal. La première manière, c'est on lutte par les mains. Ça, c'est ceux qui sont détenteurs du pouvoir. Un président de la République, un ministre, un préfet. Et ils ne dénoncent pas. Si tu gâtes, on te prend, on te fait comprendre que tu ne dois pas gâter. On te sanctionne. Deuxième manière, attendez, je vais finir. Allez-y, finissez. Il y a par la bouche. La bouche, c'est les intellectuels. C'est les hommes politiques. C'est vous, les journalistes. Vous dénoncez pour interpeller ceux qui doivent agir, d'agir, les autorités en place. Celui qui ne peut ni dénoncer, ni agir, il doit reprouver dans son cœur. Mais si le président et le ministre, ils sont là pour dénoncer, mais qui va agir à leur place? Et ils ne dénoncent pas, ils agissent. Mais je vous dis, ce qui est derrière cette affaire-là, c'est que Alpha veut donner un visage humain à un pouvoir dictatorial. Bien. En tout cas, je retiens ce mot, et ce que je retiens de cette première partie aussi, c'est que vous n'avez pas totalement perdu à Boké parce que vous... Je suis encore conseiller. Vous êtes rentré... Et je peux prétendre à être maire encore. Oui, mais est-ce que c'est vous qui allez siéger à Boké ou est-ce que c'est 2 autres personnes du mouvement qui vont siéger comme conseiller à Boké? Non, c'est moi qui suis élu conseiller. Peut-être que si je démissionnais, celui qui vient juste derrière peut monter.
Ça veut dire que vous serez plus à Bokeh désormais qu'à Conakry? Non, tout dépendra de l'issue, parce qu'on n'a pas fini encore. Bien. Bien, on verra. On va donc parler cette fois-ci, et ce sera dans la deuxième partie de l'émission, de vos actions actuelles, c'est-à-dire ces contestations des résultats, parce que vous avez fait une réunion et vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec les résultats définitifs proclamés par le président de la CENI. En conséquence, vous avez observé une journée ville-morte le lundi, qui a fait des morts, mais nous en parlerons tout de suite après la pause thé. Le temps pour notre invité de respirer un tout petit peu, puis on se retrouve après la pause thé. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankan Korossa 669 00 59 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Bokeh Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forécaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Merci donc de nous retrouver dans cette seconde partie de Café Débat qui reçoit comme invité M. Alussein Makanera Kake. Il est président du parti FND, Front National pour le Développement. Il a été candidat indépendant lors de ces élections communales du côté de Bokeh. Évidemment, il est sur ce plateau pour parler de son expérience qu'il vient de faire justement dans la première partie. En seconde partie, M. Makanera, on va parler de vos actions actuelles. Vous avez fait une réunion samedi dernier au siège de l'UFDG. Vous n'êtes pas d'accord avec les résultats et vous voulez mettre la pression tout simplement. Est-ce que c'est démocratique, républicain, normal tout simplement, alors qu'on a eu la phase des contentieux où la loi vous donne la possibilité de porter des recours parce que vous croyez en la justice? Vous l'avez fait, les tribunaux vous ont donné des résultats et ils ont remonté ça à la CENI a fixé, c'est des résultats sans recours selon ce qu'on nous dit. Et vous voulez qu'on vous donne d'autres résultats qui n'existent pas. Bon, je crois que la question elle est très intéressante, mais moi je voudrais la répondre à plusieurs niveaux. Premier niveau, nous savons tous que les institutions guinéennes sont caporalisées par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Donc il y a une faillite totale des institutions. Et dans ce cas d'espèce, la Constitution dit « agit qui peut ». Mais sachant cela, vous êtes quand même allé aux élections. Vous êtes allé avec Kébé. Vous auriez pu ne pas partir du tout si vous savez que Alpha donne des ordres depuis Sékou Touré à M. Kébé et à son équipe. Mais quand même. Mais mon frère, c'est pas parce qu'on s'est buté une fois qu'on va se décourager. Parce que notre objectif, c'est que vous ne savez pas. Le combat que nous avons commencé à mener, on l'a commencé, il n'y avait pas de constitution. Aujourd'hui, on parle de constitution, on parle même d'un président de la République qui a été élu. Nous avons commencé le combat, il n'y avait pas de constitution. Même pour avoir cette constitution, aussi imparfaite qu'elle soit, ça a été une lutte.
Donc, cette constitution, c'est la constitution, d'ailleurs la loi fondamentale, parce qu'on l'avait appelée à l'époque loi fondamentale de 1990, qui a consacré le multipartisme. Donc nous venons de loin. On ne peut pas faire tout ce parcours-là et dire parce qu'Alpha est venu, il ne veut pas la démocratie, qu'on le laisse tranquille. Non, c'est une question de rapport de force. Oui. Dans une république bananière... Rapport de force sur la base de la loi. Non, de cette constitution. Non, je vous en prie. Il y a la constitution. Si elle est respectée, on se plie. Oui. Si elle n'est pas respectée, on l'oblige Alpha Condé à respecter. Le problème qui se pose dans ce processus-là, je sais que vous êtes souvent très pédagogue et que vous connaissez les articulations des codes et de la loi. En cette matière, la loi dit quoi? C'est-à-dire que quand les élections sont finies, les CACV ont donné les résultats. Si vous n'êtes pas d'accord, vous plaignez. Certains l'ont fait, certains ne l'ont pas fait. Et on dit que si les tribunaux valident, en tout cas, ou donnent une décision, qu'ils remontent ces décisions-là à la CENI, Kébé donne ses résultats définitivement et il n'y a plus de recours possible. On a passé toutes ces étapes-là, vous étiez là. Comment ça se fait que vous revenez après tout pour dire non, il faut qu'on répète encore tout? C'est ce que je veux savoir. Ce que je vais vous dire, c'est que d'abord, si on ne partait pas vers ces juridictions pour le contentieux, on allait dire que nous ne sommes pas de bonne foi. Moi, je ne donnais aucun crédit. À ces tribunaux? Pas du tout, à ces magistrats, parce que je sais comment ils ont été choisis. C'est pourquoi moi, j'ai dit de publier les noms de ces magistrats et de publier les arrêts qu'ils ont rendus. Et lorsqu'on va corriger, de prouver qu'en Guinée, vraiment, il y a des gens qui portent le nom de magistrat, mais qui ne respectent pas ce qu'ils font. Parce que quand tu respectes ce que tu fais, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de le faire. Mais deuxièmement, ce que je voudrais vous faire comprendre, la loi a expliqué dans quelles conditions on peut annuler les votes. C'est lorsqu'on est incapable de retracer les votes. Ce n'est pas parce qu'on veut respecter l'humeur de quelqu'un. Aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité qui est offerte à ces juges de pouvoir annuler ces votes. Pour la simple raison, on peut les retracer. Pourquoi? Parce qu'après le vote, dans chaque bureau de vote, on établit plusieurs procès-verbaux. Il y a une copie qui va à l'administration du territoire, il y a une copie qu'on envoie à la CENI, il y a une copie qu'on envoie dans les CACV, il y a une copie qu'on donne à un des concurrents, mais il y a aussi les fiches de résultats qu'on distribue à tous les concurrents et qui sont signés dans les mêmes conditions que les procès-verbaux. Mais ensuite, devant chaque bureau de vote, la loi exige qu'on affiche le résultat. Et à l'intérieur des urnes, vous avez les bulletins de vote qui existent, qui sont scellés. Donc dans le cas où on ne parvient pas à retracer, il y a tous les moyens pour retracer. Ça c'est pour vous dire que c'est impossible qu'on puisse nous dire qu'on n'a pas pu retracer, on a annulé. Deuxièmement, la loi dit quand on annule, il faut reprendre les élections. Mais on ne va pas annuler et on s'arrête là. En ce moment, on n'a pas respecté la loi. Troisième raison maintenant, quand on dit on veut parler de droits, je voudrais vous dire que tous ces droits qu'on est en train d'énumérer, ça c'est dans le cas d'une république normale. Mais la Guinée n'est pas une république normale. On est dans une république anormale, c'est ça? Non, c'est une république bananière où seul le rapport de force compte. C'est pourquoi, c'est dans ces pays-là où vous voyez quelqu'un, il prend les armes, il tue les gens, on finit par dire retrouvez-vous autour de la table. Ils se retrouvent autour de la table, on dit il faut transformer les forces armées là en partis politiques, ils transforment et ils vont aux élections. Et souvent, ceux qui ont pris les armes remportent les élections. C'était le cas de Charles Taylor au Libéria. Donc, c'est dire que dans une république où force n'est pas donnée à la loi, c'est celui qui est plus fort qui impose sa loi. Nous sommes dans cette situation, malheureusement. On ne sait pas est-ce que ce que vous dites est réellement vrai, parce que vous êtes des mauvais perdants, vous voulez user de la pression, parce que la pression vous a toujours permis de faire plier peut-être Alpha Condé, je ne sais pas. Et dans ce sens-là, on est toujours en train d'aller vers des consensus. Qu'est-ce que vous recherchez après? Est-ce que vous voulez qu'après on mette la loi à côté maintenant? Parce que Kébé a réagi le soir de la journée ville morte. D'abord, il faut dire que cette journée ville morte on va dire, s'est soldée par 2 morts et beaucoup de casses. Alors, est-ce que vous n'auriez pas pu changer d'alternative? Parce que vous avez donné l'impression que vous êtes unis dans l'opposition. On a vu Makanera, on a vu Faya qui est revenu, il était à cette réunion, qui n'était pas d'accord avec celui à un moment donné. On a vu un représentant des NFD, tous ceux-là qui s'étaient un peu écartés de l'opposition républicaine. Donc ça donne l'image que vous êtes un peu unis.
pourquoi ne pas démontrer cette union sur le terrain des alliances pour battre le RPG que de faire des manifestations qui feront des morts alors que forcément on n'ira pas à ce que vous voulez? Bon, moi je voudrais d'abord préciser quelque chose. Il ne faudrait pas voir les conséquences et oublier la cause. Aujourd'hui, on ne va pas nous dire pourquoi vous faites ville morte parce qu'il y a mort d'homme. La ville morte ne doit pas entraîner la mort d'homme. Évidemment. Les marches politiques ne doivent pas entraîner la mort d'homme. Ce qu'il faut, c'est de voir pourquoi on est en train de tuer certaines catégories de Guinéens. Tout simplement parce que ces gens-là se retrouvent malheureusement dans une zone favorable à l'opposition. Parce que les 50% des personnes qui ont été tuées, ils ont été dans leur concession. Souvent, ils n'ont rien fait. Sachant tout ça, je veux dire, sachant tout ça, vous, au lieu qu'on soit toujours dans le même schéma, justement, qu'on aille tuer les gens dans leur famille, qu'on les tue parce qu'ils sont dans une zone favorable à l'opposition, sachant tout ça, pourquoi ne pas changer de fusil d'épaule, de stratégie? C'est ce que j'ai dit. Sachant ça, vous vous dites, écoutez, on va donc s'allier. Il y a une possibilité. Au lieu de ville morte alors que ça ne donne rien, si Makanera s'allie à Selou ici pour battre le RPG, Faya à Selou pour battre le RPG, c'est pas mieux, je me dis, parce que tout se joue sur le terrain des alliances aujourd'hui, M. Makanera. Mais je vais vous dire, mon frère, soyons vraiment prudents. C'est quand il y a élection, on peut battre Alpha. Non, là, actuellement, on entend parler de négociations là. Nous, des alliances. Ce que nous exigeons, je vous dis, c'est quand il y a élection, il peut être battu. Mais quand il n'y a pas élection, il ne peut pas être battu. S'il est capable d'annuler les procès-verbaux. C'est que vous minimisez là. Non, là parce que... Vous pensez que si aujourd'hui, tous les leaders de l'opposition croisaient les bras, ils restaient tranquilles chez eux, vous pensez que la vie allait être meilleure? Il faut bien une force qui dénonce. Si nous rentrons aujourd'hui, demain ou après-demain, attendez-vous à la rébellion, comme ce qui s'est passé en Sierra Leone ou Libéria. La seule garantie aujourd'hui pour la transition démocratique, c'est les partis politiques. Mais si vous dites les manifestations des partis politiques, c'est les villes mortes, c'est les marches, c'est les sittings. Si vous dites d'abandonner tout, la seule voie qui reste, c'est de prendre les armes. Non. Si nous ne prenons pas, d'autres prendront. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait un contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, maintenant, il peut être une formation politique, il peut être des hommes armés. Alors, nous avons choisi que ce soit les hommes armés. Parce que l'homme... Non, vous n'avez pas choisi que ce soit des hommes armés. Nous avons choisi pour que ce soit les hommes non armés, je veux dire. Vous savez, l'homme, Dieu a mis la justice à nous. On est obligé. Je vous ai expliqué un cas, sinon on ne peut pas comprendre. Non, M. Makanera, je suis d'accord avec tout ça. Je veux dire, si aujourd'hui, tous ceux qui se sont retrouvés chez Selou, Sali, ne partent pas au RPG, parce qu'on sait que le RPG courtise par exemple Mamadou Sylla, faites en sorte qu'il n'ait pas Mamadou Sylla dans ses rangs, que vous, il ne vous ait pas dans vos rangs. On a vu des jeunes leaders qui ont eu un conseiller aujourd'hui qui sont courtisés par le RPG. Si vous faites en sorte que tout cela s'allie, parce que le RPG peut venir par exemple en avance à Bokeh, et que si Sidia s'ajoute à vous, vous vous ajoutez à Selou, Selou s'ajoute à qui encore qui a eu une voix à Bokeh, que vous soyez maire à Bokeh, et que vous fassiez la même chose à Maratoma, Matam, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas la stratégie qui fera moins de morts, moins de casse que des manifestations? Ce que vous n'avez pas compris, notre combat, ce n'est pas l'exécutif des communes seulement, c'est une question de principe. D'accord. Si aujourd'hui, un magistrat peut décider d'annuler 5000 voix, mais qui vous dit demain un autre ne va pas annuler 100 000? Mais tout commence par un. Donc à part le fait de vouloir les mairies et tout... Non, mais c'est pas ça. Nous voulons quand même que la règle soit respectée, qui voudrait quand Paul vote pour Pierre, que ce vote-là soit pour Pierre et non pour Paul. Il ne faudrait pas qu'il y ait des Guinéens ici qui sont de seconde zone, on peut annuler leurs voix, on peut les tuer, et qu'il y a d'autres Guinéens qui peuvent prendre le vote de certains Guinéens pour les mettre pour d'autres. On se bat pour ça. Ce n'est pas forcément avoir les communes. Alors, on peut perdre toutes les communes. Si c'est dans la transparence, on allait être content et danser. Alors, mais on peut gagner les communes, mais s'il y a le vol, qu'on ne sera pas content. Alors comment pensez-vous qu'on peut faire ça à ce stade? Vous avez déjà dénoncé le fait que l'État a violé la loi, mais selon ce que les juristes disent maintenant, on a l'impression que vous aussi,
vous voulez aider l'État à violer davantage cette loi parce que vous voulez que le président de la CENI revienne sur le recomptage des voix ou que, je sais pas, revienne sur les résultats, étant donné que cela n'a aucune base légale. C'est ce qui est dit aujourd'hui par des juristes. Mais la loi, c'est... Mais je voudrais vous dire quelque chose. La loi, c'est quoi? Pourquoi la loi? La loi, c'est la nécessité qui l'a créée. Cette nécessité, c'est pourquoi? C'est pour assurer un équilibre au sein de la société, pour qu'il n'y ait pas de désordre. À cette phase-là, on dit que la CENI n'est pas obligée de revenir. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, vouloir ne pas revenir sur le résultat, ça provoque un désordre. Peut-être ça peut balayer même toutes les institutions. Parce qu'aujourd'hui, quand on remarque les actes que ces malheureux magistrats ont posés, ça peut entraîner des violences dont les conséquences que personne ne peut imaginer. Imaginez-vous, la Constitution consacre, il dit en Guinée le vote est universel, c'est ouvert à tous les Guinéens. Un homme, une voix. Ma voix égale à celle du président de la République. Il comprend un monsieur parce qu'il s'appelle un magistrat, il se met dans un bureau pour dire que moi, et tous ceux qui ont voté comme moi, plus de 5000 personnes, que tout ce qu'ils ont fait c'est zéro, vous pensez que ça peut aller? Bien. Les gens peuvent admettre, mais c'est impossible. Alors aujourd'hui, la CENI a répondu dès le lundi, le soir de la journée ville morte. Et la CENI a fait un communiqué pour dire qu'elle initie une série de rencontres, donc de négociations avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de l'UFDG devait être reçue à la CENI, ce qui sera suivi de l'équipe du RPG et peut-être vous, candidats indépendants. Qu'est-ce que vous allez proposer pour qu'on revienne sur tout ça? Par quelle manière? Comment vous voulez que ça se fasse? Qu'on mette en place une commission, qu'on aille dans les bureaux de vote, les zones où il y a des problèmes, qu'on revoie tout, ou qu'on reprenne les élections dans les zones qui sont incriminées. Qu'est-ce que vous voulez en réalité? Non, ce que nous voulons, nous voulons qu'il y ait la transparence. Nous voulons qu'on respecte quand même le peuple de Guinée. Qu'on respecte le Guinéen. Quand il vote pour quelqu'un, il faut que ce vote-là soit pour celui à qui il a donné sa voix. Et pour cela, aujourd'hui, on ne peut pas corriger toutes les insuffisances. Bien. J'en ai cité beaucoup. On ne peut pas revenir sur tous les résultats de toutes les circonscriptions. Mais il y a des lieux où c'était trop flagrant. Comme à Dixine, par exemple. Comme à Dixine, comme à Matoto, comme à Koya, comme à Dubreka, comme à Dixine. Même à chose à Ratoma. C'est vous qui l'avez dit à Dixine qu'il y a eu 84 procès-verbaux qui concernent plus de 5000 électeurs. Qui ont été annulés. Annulés complètement. Et tout ce que cela comporte comme conséquence. Parce que vous savez, ces votes-là sont liés. Vous avez la commune, vous avez les quartiers. Et les quartiers, évidemment, les secteurs. Donc il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Bien. Mais ils ne savent même pas voler. J'ai vu dans un bureau de vote à Kagbelin ici, dans la préfecture de Dubreka, la commune urbaine, où le suffrage exprimé pour le RPG était supérieur au nombre d'électeurs potentiels. Pour le bureau, du bureau de vote. D'un bureau de vote. C'est pour te dire, même voler, ils ne savent pas. Bon, donc, on dit un certain monsieur qui a la présence là-bas, qui est spécialiste de vote de fraude électorale. Mais c'est faux. Quand le fraude, c'est pour annuler les procès-verbaux, c'est que vous n'êtes pas un spécialiste. Bien. Quand quelqu'un vole, il faut voler pour ne pas qu'on se rende compte. Mais si tu tombes sur les gens, tu les retires ce qu'ils ont. Toi, tu ne connais pas voler. Donc c'est un hold-up électoral tout simplement. Oui. Et donc, clairement, ce que vous attendez de la CENI, une fois encore, comment ça va? Qu'est-ce que vous allez proposer à la CENI? Moi, ce que je veux savoir, mettre en place... On a déjà proposé, peut-être, j'étais le porte-parole de circonstance hier. Qu'est-ce que nous avons dit? On a dit qu'on a pris acte de la décision de la CENI et la volonté des autorités de corriger certaines insuffisances commises pendant la centralisation, lorsqu'on peut apporter les preuves et les pièces à conviction. Bien. Et pour cela, nous avons demandé qu'avant qu'il y ait un cadre défini par, d'une part, le président de l'IFDG, le chef de file de l'opposition, Elhadji Mamadou Cellou Dalein Diallo, et le président de la CENI. Et pour cela, on voudrait la présence des représentants des institutions internationales et de la société civile lors des différentes rencontres. Notre objectif, c'est de créer un précédent où tous les Guinéens vont avoir... Après, on va parler de consensus, mais le consensus... Mais je vais vous dire quelque chose. Le consensus en soi,
si ça respecte le droit des citoyens, n'est pas mauvais en soi. Bien. Parce que tout ce que on dit ici, l'opposition parle de consensus, l'opposition n'a demandé de consensus, c'est lorsque la loi n'est pas respectée. Parce que quand vous prenez notre constitution, Bien. si elle était respectée, il y aurait eu la vraie démocratie en Guinée. Bien. Mais c'est cette constitution malheureusement qui n'est pas respectée. Le juriste qui parlait dans l'émission passée hier là, il a oublié de dire que nous attendions ces élections-là depuis 13 ans. Évidemment. Alors que c'était 5 ans qui étaient prévus. Et que l'administration ne devait pas interférer. Malheureusement, elle a interféré. Et qu'on ne doit pas annuler les votes des Guinéens. Quelles que soient les conditions, même si on ne parvient pas à retracer, si on annule, on doit les refaire voter, qu'on n'a jamais... on a annulé, on s'est arrêté à mi-chemin. Donc bref, il devait dire tout ça. Ce que vous allez proposer à la CENI, c'est qu'on mette un cadre de concertation où il y aura des représentants des institutions internationales, société civile, partis politiques, exactement, pour voir comment on peut revenir sur des zones plus incriminées et rétablir la vérité des zones. Rétablir les gens dans leurs droits. Bien. On verra donc comment ça va se passer, puisque je pense que les rencontres étaient censées commencer aujourd'hui, et donc on verra comment tout ça va évoluer. Et à moins que vous n'ayez un message spécial à passer, M. Makanera, tout ce qu'on peut vous dire, merci d'être passé dans cette émission. Le plaisir était pour moi. Merci beaucoup, à bientôt. Oui, oui. À vous, merci de votre attention, et à demain pour un autre numéro de Café Débat. Ce fut un plaisir. Prenez soin de vous et au revoir.